Je vous remercie chaleureusement aux uns aux autres de nous avoir rejoints et je vous propose de vous présenter désormais les personnes qui sont à la tribune. À ma gauche, Marie-Joseph Majonnier, expert comptable, commissaire aux comptes. À ma droite immédiate, Pierre-Jean Godel, associé de Paris Corporate Finance et expert en évaluation et en évaluation de préjudice économique, comme toi, ma chère Marie-Joseph, et Patrick Leteuf, dirigeant de DLT Expertise et Audit, et par ailleurs expert de justice, absolument remarquable. Je l'ai eu dans une expertise, j'étais stupéfait. Il bossait seul et il y est arrivé. Bravo. Voilà. Donc, et moi-même. Donc, c'est un groupe de travail que j'ai eu le plaisir et l'avantage d'animer comme chef d'orchestre. Et donc, je vais tirer le fil et passer la parole à mes collègues au fur et à mesure. Alors, on va essayer, si je sais comment on fait. Oui, ben voilà, intervenant. Donc, si je roule un petit peu la manette. Alors, les membres du groupe de travail, je les ai cités, donc on les retrouve là. Ah ouais. Introduction, voilà, plan. Je ne sais pas comment ça tourne là. Comment tu... Ouais, continue, ce sera ta faute au moins, ce ne sera pas la mienne. Bon, alors, je crois que je commence par donc la première partie, l'anticipation du conflit. Alors, un préjudice économique, c'est évidemment un fait, un dommage qui est causé par une partie à une autre partie. Bon, alors est-ce qu'on peut anticiper un dommage? A priori, non, bien sûr. On ne peut pas dire tel jour, telle heure, on va avoir un problème, une chaudière qui explose, ou tel événement, une centrale nucléaire qui pose un problème à Fukushima, etc. Mais on peut, en prenant d'ailleurs peut-être en gardant à la tête ce dernier exemple, on peut anticiper s'il arrivait par malheur que un événement préjudiciable advienne, eh bien, que peut faire l'entreprise, que doit faire l'entreprise, quel minimum d'organisation préalable, de réflexion, de préparation doit-on avoir, puisque après, quand le préjudice advient et quand on demande à une série d'experts, techniciens, architectes, ingénieurs et experts économiques, experts comptables, experts économiques, experts financiers, de procéder à l'évaluation du préjudice, là, ben, il faut présenter des dossiers. C'est une démarche judiciaire le plus souvent, sauf s'il y a un règlement amiable avant ça. Et donc, l'expert va réclamer un certain nombre d'éléments probants. Et avant tout, on a souhaité mettre en avant l'article 1231-2 du Code civil qui prévoit ce que vous pouvez lire à l'écran et qui, en gros, signifie que la réparation doit être intégrale. La culture juridique française, c'est que la réparation doit être intégrale. C'est une chance. Alors, dans des pays comparables, anglo-saxons en particulier, c'est pas toujours tout à fait la même chose. Alors, je ne suis pas expert pour ce qui est des pays étrangers, mais on sait qu'il y a une certaine différence. Alors, avec la mondialisation, avec l'interaction entre les entreprises françaises et les entreprises étrangères, pour ceux qui pourraient être confrontés à ce type de problème, ben, de toute façon, les experts économiques travaillent toujours sous couvert des avocats qui leur indiquent la ligne et qui leur expliquent un peu le problème, mais enfin, vous pouvez être confronté à cette problématique-là. Il faut vraiment distinguer l'aléa économique. S'il y a un aléa économique, on ne peut pas en tirer nécessairement une indemnisation. Tout ce qui est lié à l'aléa économique, qui n'est pas dû à l'intervention illicite ou involontaire d'un tiers qui aurait
qui aurait causé un préjudice doit être distingué, l'aléa économique, de l'incident préjudiciable, volontaire ou involontaire, mais dont on peut identifier la cause et l'origine. Alors, dans la réflexion préalable, eh ben voilà, la nature du risque. On est une entreprise de ceci ou cela. Quel type de risque peut-on, à quel type de risque peut-on être confronté? Comment s'organiser? Alors évidemment, la taille de l'entreprise est essentielle. Si on a affaire à un très grand compte, ils ont les moyens, dans leur cahier de management, de prévoir un minimum de choses. Si on a affaire à une plus petite entreprise, on peut dire, bon, écoutez, s'il y a un problème, on verra. Mais l'expert comptable, par exemple, peut, dans des entreprises où un risque pourrait advenir pour telle ou telle raison, toujours préparer la réflexion. Alors, dans les moyens de prévenir certains risques, bien sûr, c'est tous les moyens techniques, les moyens de prévention. Il y a aussi l'idée de limiter au maximum la survenance de risques. Je passe là-dessus, vous verrez dans le cahier, il y a quelques réflexions, mais ça reste encore assez technique. Alors, pour ce qui concerne la mise en œuvre de la prévention, donc qui est un petit peu la suite de tout ça, la prévention d'un litige, ça induit, comme vous voyez, la mise en place d'une veille, un plan de survie, hein, c'est le terme technique paraît-il, et une cellule de crise. Alors ça peut toujours se prévoir, c'est-à-dire qu'au lieu d'être désemparé par rapport un événement qui viendrait soudain perturber la vie de l'entreprise, préparer une cellule de crise avec 2 ou 3 acteurs, ou plus s'il le faut, ça dépend évidemment de quoi on parle. C'est plutôt du bon sens et c'est de la bonne règle. J'ai 2 cas comme ça qui me viennent en tête. Hein. Un hôtel fait faire des travaux énormes qui sont censés durer 1 an. En réalité, au bout d'1 an, l'entrepreneur qui fait les travaux n'arrive pas à terminer les travaux. Et de son fait, enfin, l'entreprise a fait à peu près ce qu'il fallait. Et donc, il y a 6 mois de retard. Et donc, il faut évaluer le préjudice subi par l'hôtel, par l'entreprise hôtel, pour avoir eu 6 mois d'impossibilité d'exploiter son hôtel refait à neuf. Voilà. Donc, ça, c'est un cas. Alors, est-ce qu'on peut le prévoir, pas le prévoir? En tout cas, si on réfléchit un peu, des retards dans des gros travaux, que ce soit dans l'hôtellerie ou ailleurs, c'est des choses qui arrivent. Donc voilà, et l'expert ou le directeur juridique, directeur financier peut y penser. Un autre cas qu'on connaît avec mon ami Patrick Le Teuf ici présent, c'est une entreprise, très très grosse entreprise, qui achète des matériels par milliers. Ces matériels sont censés entrer dans le processus de fabrication de cette entreprise, et ces matériels n'étaient pas conformes, et donc ils explosaient, ils étaient détériorés de façon très très prématurée, en causant à chaque fois des dégâts par centaines, voire par milliers. Et là, c'est un peu plus compliqué à prévoir, mais le même problème se pose. Une fois que ça advient, cellule de crise, mais on a mis 2 ans à s'en rendre compte, parce que les problèmes sont intervenus de façon très progressive. Voilà. Alors ensuite, vous avez la délimitation unilatérale. Je passe là-dessus. Ça exprime l'idée de déterminer dans l'entreprise en son sein les problématiques que pose le préjudice, l'événement qui a causé un préjudice. Et la délimitation concertée, ça exprime l'idée qu'on peut se concerter dans une relation contractuelle avec un fournisseur, avec un prestataire, prévoir à l'avance, en cas de préjudice, comment les choses pourraient se passer. Donc voilà. Et voilà, et je passe la parole à Marie-Joseph Majoni qui va prendre la suite. Je te laisse manipuler, ou c'est facile à faire ou pas? Je vais le faire. Tu vas le faire, tu préfères. Non, mais Alors,
La seconde partie est consacrée à l'identification et l'évaluation des préjudices, plus particulièrement. Donc, voilà. Donc, la définition donc, de l'article 1240 du Code civil. Donc, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage obligue celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Donc, ça, c'est le principe de base de la réparation du préjudice en droit civil français. Il y a deux types d'actions. L'action peut être en responsabilité civile, peut être engagée par la victime devant les tribunaux civils ou par l'action civile lors d'une procédure pénale. Donc, le dommage donc, est défini comme l'atteinte à un intérêt patrimonial ou extra-patrimonial d'une personne appelée victime. La victime, elle peut être immédiate, c'est-à-dire celle qui subit directement le préjudice, ou elle peut être par ricochet, c'est-à-dire médiate. Alors, les différents types... J'étais un peu rapidement... Non, oui. Alors, les différents types de dommages. Donc, il y a le dommage corporel qui est généralement évalué par des taux d'incapacité, mais ça, c'est plus le problème des médecins. Ensuite, les dommages matériels ou immatériels. Le dommage moral et on va parler un petit peu quand même du dommage et intérêt exemplaire que l'on ne connaît pas en droit français, mais que toute entreprise qui produit en France des automobiles, par exemple, qui sont exportées avec des problèmes de logiciels frauduleux, peut être condamnée à payer des dommages et intérêts exemplaires dans des pays de common law, c'est-à-dire les États-Unis et le Canada plus particulièrement. Alors, nous allons regarder, on m'a dit de faire vite, donc je vais vite. Les caractères du dommage réparable. Donc, les conditions pour être indemnisé au titre de la responsabilité sont toujours au nombre de 3. Un dommage subi par la victime, un fait générateur imputable au fautif et un lien de causalité entre le fait générateur et le dommage. Celui donc, qui demande la réparation doit toujours apporter la preuve de chacune de ces 3 conditions et la faute doit être prouvée, éventuellement présumée et objective. La personne désignée responsable peut toutefois s'exonérer de sa responsabilité civile si elle démontre que le dommage provient de la faute de la victime, du fait d'un tiers ou d'un cas de force majeure. Alors, voilà. Le lien entre dommage et réparation du préjudice. Donc, le droit à la réparation au titre de responsabilité civile commence avec le comportement d'un tiers et d'un contractant qui a commis une faute, généralement n'ayant pas normalement son activité ou un acte de la vie. En matière de responsabilité délictuelle, on dédommage l'ensemble du préjudice, alors qu'en responsabilité contractuelle, on ne répare que ce qui était prévu au contrat. À condition encore qu'il n'y ait pas de cause pénale qui limite donc la réparation du préjudice à ce qui était prévu contractuellement. Donc voilà. Donc il faut quand même préciser que le principe de la réparation intégrale, donc qui est fixé donc par la Cour de cassation et le Code civil, ne doit pas conduire à un enrichissement sans cause de la victime. Alors ensuite, la date de l'évaluation du préjudice. Donc là, il faut distinguer 3 dates. Celle de la consistance du dommage, celle de la créance de réparation et la date où on évalue le quantum. La consistance du dommage, donc lui, naît au jour du préjudice, donc on va connaître l'ampleur du dommage. La créance de réparation, elle naît dans le patrimoine de la victime à la date du dommage en matière délictuelle et à la date du contrat en matière contractuelle ou de la mise en demeure en matière contractuelle. Et la date de l'évaluation, qui est encore une 3e date, elle doit être évaluée à la date la plus proche de la réparation effective. Donc, si on est en procédure judiciaire, donc c'est la date à laquelle statuent en dernier recours les juges de fond. Et si l'évaluation du préjudice a été évaluée sur la base d'une expertise judiciaire, il est nécessaire que les juges de fond, statuant en dernier ressort, donc cause appel, soient réévaluent donc le préjudice au jour où ils statuent. Donc là, bon, en matière. Voilà.
Alors, ceci est vrai, mais il y a quand même, dans certains codes, comme le code des assurances, le code de l'environnement, le code de la défense, tout ça c'est précisé dans l'ouvrage, on déroge au principe de cette date du dommage. Et de la même façon, en matière de transport international, la valeur, par contre, elle, c'est la valeur de la marchandise au jour de l'expédition. C'est-à-dire que si, par exemple, en matière de pétrole, en cas d'avarie ou de perte du chargement, on ne tient pas compte de la fluctuation des cours entre le départ et l'arrivée. Alors, ensuite, c'est le paradoxe de la victime diligence ou le principe de la mitigation. La mitigation donc dispose d'un devoir juridique de réduire le dommage subi. Cependant, la Cour de cassation a réaffirmé à de multiples reprises qu'elle faisait obstacle au principe de la mitigation. En effet, le manque de la diligence de la victime ne se présume pas, mais doit être établi objectivement. Il faut donc ensuite séparer le principe de l'évaluation du préjudice et du principe de son indemnisation. En particulier, donc, l'évaluation du préjudice, la faute de la victime conduira à réduire la valorisation du préjudice, à réduire son indemnisation par rapport à l'évaluation qui en avait été faite. Voilà. Alors maintenant. Les pertes subies. Ben voilà, je reprends la parole pour quelques transparents. Alors, les pertes subies, les pertes matérielles, d'abord, 2 étapes clés, évidemment, comme pour les pertes en matière immatérielle, incorporelle. Et il faut d'abord identifier la nature des pertes matérielles subies. Alors là, ce n'est pas forcément l'expert économique. Hein, c'est le plus souvent, sauf si c'est visible, évident, facile, mais c'est souvent un expert, un architecte, un expert chimiste, n'est-ce pas, Patrick, etc., qui va constater, parce que il peut se faire, justement, dans le dossier qu'on a travaillé avec Patrick, qui est une contestation du fournisseur, qui, lui, avait une hypothèse, et c'est légitime, hein, il défendait ses intérêts, il disait, c'est vos matériels-là qui ne correspondaient pas et qui avaient un défaut sur des centaines d'exemplaires. Donc il y a un problème, il y a un vice, il y a un truc. Et le fournisseur disait, ben non, c'est vous qui ne savez pas le mettre en place comme il faut. Parce qu'il y a effectivement une opération de mise en place, d'installation du matériel. Bref. Ça a duré 3 ans. Hein. Et sur l'aspect économique, c'est intéressant. Faut quand même. C'est pas toujours si évident. Il y a un dégât matériel. Bon, est-ce que la personne, l'entité, l'entreprise dont on pense qu'elle a occasionné ce dégât a aussi certainement des raisons de se défendre. Dans l'histoire de l'hôtel, il y a eu des milliers d'arguments pour expliquer que ce n'est pas la faute, mais qu'on n'avait pas précisé que les fondations étaient comme ci, que les machins étaient comme ça. Enfin bref. Donc, l'expert économique est en retrait, en principe, hein, est en retrait par rapport à ces problèmes. Il ne faut pas s'immiscer dans des problématiques techniques qui relèvent d'une compétence expertale technique d'un autre domaine. Voilà, juste en passant. Et ça se pose dans de très, très nombreux cas. Évidemment, après cette identification de la nature des pertes matérielles, des conséquences de ces pertes matérielles, de ces désordres, comme on dit, sur les biens, eh bien, il faut obtenir un inventaire détaillé, justement des techniciens. Il y a des choses qui n'ont pas bougé, des choses qui ont subi un dégât, etc. Donc, il faut disposer de ça pour ensuite, nous, les experts économiques, experts comptables, experts financiers, etc., aller chercher combien ça coûte et comment estimer le montant de la perte financière. Pour les pertes immatérielles, c'est à peu près du même tonneau. Identifier les actifs incorporels qui sont impactés. Alors,
frais de recherche, développement, brevets, fonds de commerce, c'est parfois assez complexe. L'impact d'un préjudice sur le fonds de commerce, sur la clientèle, il faut voir avant-après comment les choses se sont passées. Et puis ensuite, évidemment, il y a la deuxième étape qui consiste à estimer procéder à une évaluation financière. Alors, les dépenses induites par les dommages, il y a aussi, du fait justement du dommage qui est arrivé, des dépenses qui ont dû être engagées du fait de ce dommage, en lien avec ce dommage. Évidemment, ce n'est pas des frais habituels qu'on aurait de toute façon engagés, c'est évidemment la relation entre le dommage et les frais, soit de nouvelles dépenses qui ne sont pas habituels, des frais de transport, des frais d'intérimaire, des frais divers et variés, les dépenses liées à l'embauche de personnel supplémentaire, des dépenses qui peut-être étaient ordinairement engagées, mais qui connaissent une augmentation significative qu'on peut relier à l'arrivée du sinistre et du dommage. Alors, ensuite, on peut passer au principe, enfin au concept des gains manqués. Alors, le principe général, vous avez, on cite quand même, à la fin de l'ouvrage, vous avez pas mal, une dizaine de pages de références juridiques, etc. Donc, vous pourrez vous y reporter. Il y en a bien plus que, évidemment, dans les transparents, mais on a repris les 2 ou 3 ou 4 textes les plus, qui nous sont parus les plus importants. Alors, donc, la victime a été privée d'un gain. Ce qu'on appelle le manque à gagner. Et donc, c'est le gain manqué. C'est soit des pertes de revenus passées. Il y a eu un problème, c'est passé. Puis on est au moment de l'évaluation. On peut aussi anticiper éventuellement de l'insuffisance de revenus futurs. Tout dépend à quel moment on fait l'évaluation, si on est à un moment où les désordres ne sont pas complètement réparés et où les conséquences du dégât continuent. Alors, les points clés, chiffre d'affaires non réalisé. On compare, en gros, pour se simplifier les choses de façon très rudimentaire, mais assez forte, hein, la réparation, c'est ce qui serait arrivé, ce qu'on aurait eu comme chiffre d'affaires, marge et revenus, s'il n'y avait pas eu les dégâts, à comparer s'il n'y avait pas eu de dommages, à comparer à la réalité qui est que, malheureusement, sinon on ne serait pas là, il y a eu un dommage. Et donc, c'est qu'est-ce qui se serait passé s'il n'y avait pas eu de dommage. Donc, c'est facile à dire, ce n'est pas toujours facile à anticiper, à évaluer. Alors, évidemment, tout dépend de quoi on parle. On peut voir si c'est un chiffre d'affaires très régulier dans une activité très corrélée à un certain type de marché. On voit le passé, bien sûr, les 3, 4, 5 années passées. On anticipe par rapport aux prévisions qui avaient été faites et on essaye, en tant qu'expert, d'apprécier que c'est raisonnable, c'est pas outrancier, que ça correspond à ce qu'on se serait imaginé qu'il serait arrivé. Alors, il y a des cas beaucoup plus compliqués. J'ai eu, il y a très longtemps, et j'avais fait appel à un cabinet de sondage, et bref, de savoir combien de roues d'avion auraient été vendues dans un certain Airbus sur les X années qui viennent. Ah, ça, c'est assez coton, hein. Et donc, quel va être le marché ? Il y a des tas d'études, hein. Si on fait des évaluations économiques, il faut avoir une banque ou deux de données, évidemment, l'Exerfi et autres, hein, je ne fais pas de pub, enfin, Bloomberg et tout ce qu'on veut, qui ont une quantité extraordinaire d'études extrêmement intéressantes
parfois accessibles gratuitement et parfois selon un site payant, et qui permettent de se raccrocher à quelque chose de crédible, de rationnel sur l'évolution d'un marché. Ce qui ne veut pas dire que l'entreprise X va suivre exactement l'évolution du marché. Après, c'est ça où l'expert apporte sa patte, c'est qu'il doit expliquer pourquoi on va en faire plus ou moins et anticiper donc ces évolutions. Parce qu'il ne doit pas oublier que la partie adverse va aussi prendre un expert de justice, par exemple au hasard Pierre-Jean Godel, qui va tirer au bazooka sur votre propre évaluation. Et comme il est très bon, il vaut mieux avoir anticipé tous les arguments qu'il aura pu présenter. Donc je dis ça parce qu'on voit ici ou là quelquefois des évaluations économiques qui sont vraiment très fantaisistes. Alors évidemment, on a tous une tendance assez sentimentale à correspondre, enfin à bien aimer le point de vue du client qui nous paye. C'est humain. Bon, mais enfin, il y a des limites à ça. Il faut vraiment faire attention parce qu'à un moment donné, la vérité éclate, les gonflettes ou les exagérations transparaissent. Donc la meilleure façon de faire une bonne évaluation, c'est de coller à la réalité, de demander vraiment ce qu'on estime, nous comme experts, ne pas se laisser influencer parfois par le client et essayer de coller à une réalité raisonnable. C'est comme ça que les experts de justice vous donnent raison et que les clients sont contents. Voilà. Alors, donc les données prévisionnelles, je ne ferai pas l'injure à un parterre distingué d'expliquer comment on valide des données prévisionnelles. Elles sont prévisionnelles, bien sûr, mais encore une fois, il y a pas mal d'approches qui permettent, soit internes à l'entreprise, soit en comparaison avec d'autres entreprises, soit en comparaison avec des données macroéconomiques pour le marché qui concerne l'entité. Voilà, c'est ce que je dis là, les données comparables dans le même secteur, dans le même créneau d'activité que la victime, entre guillemets, et si possible de même nationalité, parce que même si on est dans le même métier, d'un pays à l'autre, les cultures ne sont pas nécessairement les mêmes, l'état du marché, etc. Donc autant que possible, se raccrocher à des entreprises de même nationalité comparables. Alors, les outils statistiques, bien entendu, toutes sortes de statistiques, on ne peut pas préjuger. Vous avez par exemple, alors c'est pas statistique, moi j'ai été confronté à un cas un peu triste d'ailleurs d'un garçon sportif qui est mort dans un accident d'hélicoptère. Vous vous souvenez peut-être de ce cas-là, sur un jeu télévisé imbécile, et il est mort. Il est mort parce qu'il y a eu un accident. Voilà. Bon. Et la famille m'a demandé d'évaluer le préjudice. Bon, il se trouve que c'était un très beau garçon, un beau mec, musclé, vraiment très beau visage, qui commençait déjà à faire de la communication, hein, comme font souvent les sportifs. Et donc j'ai pris un panel de 5 ou 6 sportifs, déjà évidemment beaucoup plus âgés, comme Yannick Noah, comme d'autres, en essayant, d'après les informations qu'on peut recueillir, de vérifier un petit peu l'évolution de leur carrière, leurs revenus supposés, enfin bon, bref, on trouve des choses, hein, en cherchant on trouve des choses, et finalement d'évaluer avec une fourchette raisonnable le préjudice subi par les ayants droit. Voilà. Alors, la marge. Alors, la marge, bon, des non-experts comptables peuvent évidemment apprécier la marge, mais les experts comptables sont quand même les mieux placés, Pierre-Jean, quand même. Hein. Mais toi, tu es diplômé, tu es expert comptable aussi. Ah ouais, c'est ça. Donc voilà, aussi un expert comptable. Donc, non, je plaisante, il y a des experts économiques qui ne sont pas experts comptables, qui sont remarquables. Et donc, la marge manquait parce qu'évidemment, on ne rembourse pas un chiffre d'affaires, parce que ce serait trop facile. On tient compte, il y a des frais fixes, il y a des frais variables, il y a des frais qui sont directement liés variables qui sont directement liés au préjudice, et il y a des frais fixes
qui théoriquement sont fixes, mais qui connaissent soudain une augmentation, une suractivité. Alors, c'est souvent un débat compliqué parce que réparer une chaudière qui a éclaté, ça fait partie du job du service d'entretien. Mais s'il y a 25 chaudières en 3 mois qui éclatent du fait qu'elles avaient un défaut, c'est plus tout à fait la même chose. Tu en parles, pardon. OK. On va en parler, mais c'était pour faire du teasing et voilà. Alors, appréciation, donc coût fixe, coût variable, on va développer. Actualisation ou capitalisation du préjudice économique. Donc, tout dépend de la date à laquelle on se place pour l'évaluation du préjudice. C'est pas toujours, ça peut être dès les premiers jours, ça peut être 3 ans après, etc. Donc, il s'agit de capitaliser sur le passé, entre la date où est advenu l'événement dommageable et le jour où on évalue, où les experts évaluent. Et puis, il y a l'actualisation qui, évidemment, si les dommages causés par le préjudice continuent, se perpétuent dans l'avenir, il y a une actualisation à faire. Voilà. Et voilà. Et donc, je passe la parole à Pierre-Jean Godel. Par ailleurs, auteur d'un ouvrage, je voudrais que tu en parles, sur la comptabilité, non, le droit expliqué à... Alors, c'est très gentil, c'est pas le plus important, ça s'appelle la comptabilité racontée aux juristes. Aux juristes. Dans quel éditeur? Avec Maurice Causion. Chez qui? Chez LexisNexis. Voilà. Bien, merci William. Donc, après avoir abordé les catégories de préjudices qui sont mentionnées dans le Code civil, donc les gains manqués et les pertes subies, on évoque une troisième catégorie de préjudice qui, elle, a été consacrée par la jurisprudence. Il s'agit de la perte de chance. Et la première fois que cette notion se rencontre en jurisprudence, c'était il y a quelque temps, en 1889. Vous le voyez, première décision de la Cour de cassation qui évoque cette notion. Et en l'espèce, il s'agissait d'un huissier qui, par sa faute, avait empêché l'appelant, donc celui qui fait appel, de pouvoir faire appel. Et donc la victime avait ensuite fait juger son cas par la Cour de cassation qui avait reconnu que la victime avait supporté une perte de chance. Ensuite, cette notion s'est répandue, s'est développée, probablement sous l'influence de la diffusion de la traduction mathématique de la théorie des probabilités. Évidemment, la théorie des probabilités remonte à beaucoup plus loin dans le temps que ça, mais la diffusion mathématique de cette théorie est un peu plus récente. Et c'est pour ça qu'au cours du XXe siècle, donc la Cour de cassation a été amenée à même définir la perte de chance. Donc je lis cette définition avec vous, cette première définition avec vous. C'est en 1975. La perte de chance a été définie comme la disparition de la probabilité d'un événement favorable. Un petit peu plus tard, la Cour de cassation est revenue sur cette définition pour le meilleur ou pour le pire, pour essayer de la préciser, et en nous expliquant que c'est la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable. Pourquoi je dis pour le meilleur ou pour le pire? C'est parce qu'on était certainement plus à l'aise avec une définition qui faisait appel à la notion de probabilité. Parce que la notion de probabilité, c'est quelque chose qu'on arrive à bien cerner sur le plan mathématique. Une éventualité, c'est beaucoup plus abstrait et théorique. Alors, c'est un préjudice donc, qui est de plus en plus invoqué. C'est un préjudice qui se caractérise par l'incertitude. Mais l'incertitude de quoi? L'incertitude qui est au cœur de la perte de chance peut porter sur deux choses. Soit le dommage final, soit le lien de causalité. Alors, deux petits exemples qui ne sont pas des préjudices économiques, mais qui permettent de bien comprendre la question. Dans le cas d'un vol d'un billet de loterie, on m'a volé mon billet de loterie. Inévitablement, je ne gagnerai pas le gros lot. Donc, j'ai perdu la chance de gagner le gros lot. L'incertitude, elle ne porte pas sur le lien de causalité. Et il est certain que je ne gagnerai pas le gros lot. Mais l'incertitude porte sur le dommage final. Je ne suis pas certain, si j'avais gardé mon billet de loterie, d'avoir gagné le gros lot. Si je suis en mauvaise santé et que je reçois de mauvais soins médicaux, je perds la chance de guérir. Mais si de bons soins médicaux m'avaient été prodigués, ce n'est pas pour autant que j'aurais guéri. Dans ce cas-là, l'incertitude, elle est bien sur le lien de causalité. Donc vous voyez la difficulté à cerner cette notion, la perte de chance. Alors, comment évaluer ce préjudice de perte de chance?
Alors tout d'abord, ce qu'on peut dire, c'est qu'on aborde cette question avec beaucoup d'humilité. C'est ce qu'on a fait aussi au sein du groupe de travail de façon plus générale, parce que cette notion d'évaluation des préjudices économiques, elle n'est pas normée. Et le premier constat qu'on a fait au sein du groupe de travail, c'est qu'il existait très peu de littérature sur le sujet. Assez curieusement parce que le sujet est évidemment très répandu, il n'y a pas une entreprise qui n'a pas été un jour en demande ou en défense en matière de préjudice. Mais curieusement, donc, ce sujet est très peu traité en doctrine. Eh bien, on aborde donc ce sujet, comme je le disais, avec humilité, parce qu'on a essayé avant tout de recenser les bonnes pratiques, ou en tout cas les moins mauvaises pratiques en matière d'évaluation, et en particulier d'évaluation de perte de chance. Hein, parce que comme en matière d'évaluation d'entreprise, il n'existe pas de bonne méthode d'évaluation, parce que s'il existait une bonne méthode d'évaluation, on connaîtrait tous précisément le cours de l'action Alcatel, de l'action Michelin, etc. Or, ça varie tous les jours. Bon. Il y a simplement de moins mauvaises méthodes d'évaluation que d'autres. Et il est ressorti, donc, pour évaluer la perte de chance, que la démarche, évidemment, qu'on va utiliser, c'est celle qu'on a abordée en matière d'évaluation de gains manqués, donc en l'occurrence de gains manqués futurs. Et comme nous le précise la Cour de cassation, cette démarche d'évaluation, elle s'inscrit donc dans le contexte suivant, et je le lis avec vous parce que c'est important, c'est la Cour de cassation qui parle. La réparation d'une perte doit être mesurée à la chance perdue, sous-entendu la réparation d'une perte de chance, doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée. Autrement dit, la perte de chance ne sera pas égale au gain manqué futur, parce qu'elle sera minorée du fait de l'application d'un coefficient de probabilité. Toute la difficulté, évidemment, réside dans la mesure et dans la détermination de ce coefficient de probabilité. Alors, évidemment, on peut se tourner vers la théorie des probabilités pour essayer de déterminer ce taux de probabilité. La difficulté de l'exercice, on la souligne ici, c'est qu'au pluriel, la chance est prévisible. Au singulier, la chance est incertaine. Donc la théorie des probabilités, on peut l'appliquer lorsqu'on est en présence de la loi des grands nombres, hein, lorsqu'on est en présence d'une situation à répétition. Mais dans un contexte particulier, c'est-à-dire non répétitif, et ne permettant pas d'observation selon la loi des grands nombres, la probabilité sera plus difficile à déterminer. Comment va-t-on chercher à la déterminer? Probablement à partir de l'observation d'événements similaires, sauf qu'il n'existe pas toujours non plus d'événements similaires. Par exemple, si une entreprise n'a pas pu, par la faute d'un prestataire, par exemple, déposer son dossier de candidature à un appel d'offres, l'entreprise n'a pas pu candidater à un appel d'offres. Donc elle n'a pas pu gagner l'appel d'offres. Donc elle a été privée d'une chance, de la chance de remporter l'appel d'offres. Mais elle ne l'aura pas forcément remporté à 100% de chance. Donc quelle démarche va-t-on adopter? On va se poser un certain nombre de questions. On va déjà regarder quel était le taux de succès de cette entreprise à des appels d'offres similaires, s'il en existe évidemment. Alors s'il en existe ou s'il n'en existe pas, a fortiori s'il n'en existe pas, on va essayer d'apprécier les conditions spécifiques de l'appel d'offres en question. Est-ce que l'entreprise répondait à un appel d'offres dans son domaine d'expertise, ou est-ce qu'il s'agissait d'un appel d'offres dans un domaine périphérique à l'activité de l'entreprise? Est-ce que le savoir-faire de l'entreprise lui permettait de répondre favorablement à cet appel d'offres ou pas? Alors, tout ça est très qualitatif, mais il faut essayer de le pondérer, essayer de le traduire en pourcentage. Est-ce que l'intensité concurrentielle était élevée à l'occasion de cet appel d'offres? Parce qu'on était tout seul, on était deux, on était 50. Bon. Tout ça va avoir une influence dans l'appréciation des chances de réussite de l'entreprise à cet appel d'offres. Ce qu'il faut retenir en tout cas, et c'est la chose la plus importante, c'est qu'il faut bien rationaliser et documenter, en tout cas le mieux possible, le calcul de ce coefficient de probabilité pour ensuite, c'est toujours la même chose, remporter la conviction et l'approbation du magistrat, hein, devant lequel vous allez présenter votre dossier. En tout état de cause, ce qu'il faut retenir en la matière, c'est que la perte de chance doit être utilisée avec parcimonie et uniquement lorsque le contexte s'y prête, parce que la chance n'est pas le rêve. Il est toujours tentant, quand on est côté demandeur, de faire une liste de demandes à rallonge et de rajouter la perte de chance de ceci, de cela à la fin.
Mais comme nous le disait le doyen Sabatier il y a quelques années, dans les années 70, la perte de chance est le paradis des juges indécis. Et on rajoute que la perte de chance peut aussi être le paradis des demandeurs qui cherchent à masquer une incertitude sur le lien de causalité. Le lien de causalité n'est pas très établi, je vais rajouter quand même une petite demande au titre de la perte de chance. Allez, j'avais peut-être 10%, 15%, voilà. C'est Perrette et le pot au lait, voilà. En la matière, la Cour de cassation nous a dit en 2013, je cite, que la perte certaine d'une chance, même faible, est indemnisable. Ce qui va un peu à l'encontre de ce que je disais. Ça peut être la porte ouverte, si on était resté sur cette notion-là. La porte ouverte a beaucoup de demandes pour des pertes de chance peu documentées. Elle a effectué un revirement en 2014 et dorénavant, elle nous précise que seule la perte d'une chance raisonnable est indemnisable. Voilà. Je passe la parole à mon voisin. Mais le cas de je reviens 2 secondes, du billet de loterie, je ne sais pas, certains ont peut-être entendu ça dans les informations. Il y a 10 jours, il y a une dame qui a attaqué un buraliste parce qu'en manipulant je ne sais pas quoi, le ticket était perdu, dégradé, donc elle a perdu une chance de gagner. Alors je me suis dit, on lui rembourse son ticket, elle va quand même pas réclamer. Tu es sur le dossier ou pas, non? Bon. Voilà. Non, mais ça existe. Bien, alors maintenant, Patrick, pardon, non, tu vas dire un mot? Non, c'est bon. Non, je voulais dire un mot de transition. Dis. On va rentrer dans le détail des méthodes de calcul, que ce soit le gain manqué, les pertes de chance ou les pertes subies. Mais si tu veux rajouter un mot de présentation sur Patrick, tu le fais très bien. Moi, je dis que j'avais Patrick, je ne peux pas en dire plus. Hein, suffisamment connu. Voilà, excellent expert de justice et expert privé. Alors ça marche, ça commence. Non, c'est pas grave. Bien, alors il m'est choix de vous parler de quelques difficultés particulières dans le domaine de l'évaluation des préjudices économiques. 4 thèmes en particulier ont été abordés dans l'ouvrage qui vous sera communiqué. Les frais de personnel, les amortissements, le coût financier du préjudice et la prise en compte de la fiscalité. Ce sont des sujets qui reviennent périodiquement. Je vais en profiter pour faire un peu de publicité pour ma compagnie, qui est la Compagnie nationale des experts comptables de justice, qui produira, je pense, avant la fin de l'année, un petit opuscule sur justement ces difficultés particulières. On retrouvera ces thèmes et d'autres. Et donc, voilà, je vous invite à suivre l'actualité en ce domaine. Compagnie nationale des experts comptables de justice, à laquelle j'ai l'honneur d'appartenir. Bien, alors, les frais de personnel, ça c'est un sujet vraiment récurrent dans toutes les expertises. Alors, pour parler des frais de personnel, je pense qu'il faut d'abord parler de manière générale de ce qu'on a... alors, attendez, excusez-moi, il faut que je passe ma diapo, là, voilà. De la limite de ce que j'appelle la dichotomie traditionnelle entre coût fixe et coût variable. La démarche d'évaluation des préjudices est une démarche différentielle. Comme William l'a dit tout à l'heure, on compare une situation factuelle avec une situation qu'on appelle, entre guillemets, contrefactuelle, c'est-à-dire celle qui se serait produite en l'absence d'effets dommageables. Donc on fait une différence. Et s'il en raisonne uniquement en coût fixe, eh bien les coûts fixes on ne les prend jamais, puisque comme ils sont fixes, le delta est zéro. Donc les coûts fixes, si on se limite à cette démarche-là, ils n'entrent jamais en considération. Donc il y a une autre façon d'aborder le problème qui est de parler aussi de coûts directs et de coûts indirects. Alors, les coûts directs, c'est ceux, par exemple, qui ont été mis en œuvre par l'entreprise pour la réparation du préjudice. Bon. Alors, on se trouve souvent des avocats pour nous dire, mais écoutez, monsieur l'expert, bon, alors là, admettons donc que la réparation a été faite par des personnes de l'entreprise. De toute façon, ça ne coûte rien à l'entreprise, puisque le personnel, il faut le payer de toute façon. Donc, qu'il fasse ça ou qu'il fasse autre chose, ça ne change rien. Donc, évidemment, ça, c'est un peu un sophisme, d'une certaine manière, parce que ce qu'il faut, c'est bien rechercher
le lien entre le désordre et les frais. Donc si vous avez des coûts qui sont occasionnés par un désordre, des coûts qui sont, bien que dépensés par entreprise, sont déconnectés de leur destination naturelle, qui est à savoir la production de produits d'exploitation, à ce moment-là, il faut en tenir compte. Alors, je fais allusion ici à la position de la CNECJ qui sera officialisée donc à la fin de l'année, qui est que si du fait d'un désordre, des ressources sont allouées à des travaux étrangers au processus normal de production, elles peuvent être indemnisées à concurrence de leur prix de revient. Alors, quel est le raisonnement? Eh bien, on peut dire que si j'ai consacré une partie de mes ressources de l'entreprise à faire une réparation qui, normalement, je n'aurais pas eu à faire, j'ai comme eu une captation de mes ressources, et cette captation des ressources, il n'y a pas de raison de ne pas l'indemniser. Alors, même si je suis un service d'entretien. Même si je suis un service d'entretien. Parce que j'aurais peut-être fait autre chose. Oui, alors, donc, à la compagnie, on parle de coûts non amortis, c'est-à-dire de coûts qui ont été déconnectés de leur destination naturelle. On parle aussi de coûts supportés pour rien. Alors, pour rien, sous-entendu, rien d'utile ou de productif pour l'entreprise, bien entendu. Alors, cette position est maintenant confortée par 2 arrêts de la Cour de cassation qui vous sont cités à l'écran. 2 arrêts que l'on va regarder ensemble parce qu'ils sont très importants. Et d'ailleurs, je ne sais pas s'il y a des avocats dans la salle, mais ça fait donc du bruit dans Landerneau, comme on dit. Ce n'est pas parce que je suis breton que je dis ça, mais bon. Donc ces arrêts de la Cour de cassation du 10 mars 2016, 3e chambre civile, et 12 avril 2016, qu'est-ce qu'ils nous disent? Alors l'arrêt du 10 mars 2016, il a trait à des travaux donc entrepris par la société GRT Gaz, donc qui a donc engagé un certain nombre de coûts pour la réparation. Donc elle a fait intervenir son personnel et donc divers moyens pris dans ses ressources. Bon, alors donc elle a demandé une indemnisation à ce titre qui a été contestée. Et la Cour de cassation a tranché de la façon suivante. La réparation intégrale du dommage causé à une chose est assurée par le remboursement de la totalité des frais de remise en état, ceux-ci intégrant les frais de déplacement et les heures de travail des techniciens en fin de réparation et l'ensemble des peines et soins, entre guillemets, résultant de la nécessité d'une intervention en urgence, en excluant de l'indemnisation des CRT, GRT Gaz et GRDF le coût de la main-d'œuvre, salaire et heures supplémentaires et les frais annexes pour les salariés intervenus sur le site, la Cour d'appel n'a pas réparé l'intégralité du préjudice subi par la société des victimes et le principe de réparation intégrale du préjudice, ensemble l'article 1382 du Code civil, bon, qui a changé de numéro depuis, donc dont il était question au début de l'intervention. Alors, ça c'est une chose. Et la Cour de cassation, la chambre commerciale était encore un petit peu plus loin. Dans l'arrêt que je vais vous citer maintenant, qui est celui donc du 12 avril 2016, cet arrêt, lui, a trait au salaire du dirigeant. Attendez, il faut que je retrouve mon arrêt quand même. J'espère que je ne l'ai pas oublié. Le voilà. Alors, traditionnellement, les experts sont peu enclins à prendre en compte les frais généraux. Parce que bon, les frais directs, on peut comprendre. Bon, les gens ont passé du temps, il y a des feuilles de temps, c'est matériel. Bon, il y a une certaine consistance. Il y a moins de contestation sur ce type de... Mais les frais généraux, si c'est la direction financière, la direction juridique, de toute façon, comment mesurer ça? Bon, donc il y a en général c'est assez difficile à faire admettre. Eh bien, la Cour de cassation, elle, nous indique. Alors, il s'agit d'un
d'un gérant d'une société donc, qui a passé du temps à gérer le préjudice. Il s'était impliqué personnellement dans le dossier. Donc, donc il a réclamé une indemnisation à ce titre, qui a été rejetée par la Cour d'appel, mais la Cour de cassation n'est pas d'accord. Elle nous dit « Alors que l'obligation pour le gérant de se consacrer à la gestion de procédures contentieuses au détriment des autres tâches de gestion et de développement de sa société crée nécessairement un préjudice à cette dernière, dont le développement pâtit de cette situation, en rejetant tout préjudice au titre de l'implication du gérant dans le traitement des procédures contentieuses qui ont monopolisé le temps et l'énergie du gérant, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil. » Alors évidemment, ça fait encore plus de bruit dans mon dernier. La difficulté, évidemment, c'est comment indemniser. Mais bon, ça, ce sera le boulot. Le principe est posé, hein, d'une manière générale. Donc, si vous consommez des moyens d'entreprise, eh bien, d'une manière ou d'une autre, plus ou moins indirectement, ça donne droit à indemnisation. Voilà. Voilà ce que je voulais dire sur les frais de personnel. Je crois que c'est important parce que ce sujet revient très souvent. Alors, je vais vous parler maintenant des amortissements. Alors, les amortissements, ça pose moins de problèmes, mais il y a quand même parfois quelques inexactitudes que l'on rencontre, donc c'est peut-être pas inutile d'en dire quelques mots. La règle générale, tout le monde la connaît, l'amortissement n'entre pas en compte dans la détermination du préjudice. Ça, c'est la vision comptable, disons. Hein, un amortissement, et ça suit un plan d'amortissement, ça ne bouge pas, bon, quoi qu'il arrive, sauf cas exceptionnel, évidemment, si l'immobilisation est détruite, c'est autre chose, mais bon, on suit un plan d'amortissement, et voilà. Alors, en fait, c'est vrai en général, mais il y a quand même le cas d'équipements, surtout en matière industrielle, qui sont dont la durée de vie est directement liée à leur utilisation. Ils ont un cycle de vie qui est fonction du nombre d'heures ou du nombre de cycles de production que l'on fait. Donc là, évidemment, c'est tout à fait pareil, parce que si vous, admettons que vous utilisez donc une machine pour réparer et que la contribution, enfin l'utilisation de cette machine induit une réduction de la durée de vie de l'immobilisation, eh bien, il n'est pas illogique d'en tenir compte. Bon, ceci étant, c'est relativement marginal en général, mais bon. Alors, il y a un cas, par contre, qui peut avoir des conséquences plus importantes. Donc, je vous signale le cas particulier des mises en service différées. Alors ça, c'est une source de confusion parce qu'on rencontre parfois, et j'ai le cas actuellement, mon associé Olivier Perronnet, en tout cas, le cas actuellement, d'un bien qui n'a pas été livré, et donc comme en comptabilité, on ne comptabilise l'amortissement qu'au moment de la mise en service, tant qu'il n'y a pas de mise en service, il n'y a pas d'amortissement dans les comptes. Et donc, évidemment, les comptes, mécaniquement, le résultat est augmenté. Alors, et donc, on dit, voilà, il n'y a pas d'amortissement, c'est une économie pour l'entreprise. En fait, non, c'est un raisonnement faux. Il y a simplement un différé d'amortissement, un différé de mise en service. Donc, en fait, l'avantage, s'il en existe un, c'est simplement le fait que la dépense est différée dans le temps. La dépense de renouvellement final de l'immobilisation, elle va être diffusée peut-être d'un an ou deux à terme de l'immobilisation. Mais il n'y a pas de réduction de la vie de l'immobilisation, et donc il est inexact de dire qu'il peut exister des économies d'amortissement dans des cas comme cela. Je vous parle maintenant du coût financier, avec une faute d'orthographe, mais c'est pas grave, des préjudices. Alors oui, le coût financier, le coût des financements, ça c'est une composante qui est souvent maltraitée dans les évaluations de préjudice, un peu moins maintenant, je dois dire. Mais bon, je veux dire, il y a 10-15 ans, il était très rare que l'on trouve dans une évaluation, une réclamation, le coût de financement du préjudice. Parce que, bon, voilà, c'était pas dans les mœurs. Alors, pourquoi cela
Or, il faut. Alors, surtout d'ailleurs, il y a 15-20 ans où l'inflation, enfin, l'érosion monétaire était très importante, vous aviez pu avoir des préjudices qui étaient d'une certaine somme, et puis comme ils étaient traités 10 ans ou 15 ans après, ça avait cubé. Hein, donc, si vous ne tenez pas compte des frais financiers, vous perdez 80% de votre indemnisation. Hein, donc, bon, maintenant, c'est moins vrai parce que les taux d'intérêt ont nettement baissé, mais bon, le principe reste. Et donc, alors, pourquoi c'est maltraité? Ben, il faut dire qu'une manière générale, le droit français, culturellement, est mal à l'aise avec les questions financières. Alors, je fais une brève parenthèse. Il n'y a pas que le droit. Hein. il y a quelques dates clés. Hein. Bref, historique, je ne vais pas m'étendre, mais il faut savoir que l'introduction du principe de l'application d'un taux d'intérêt dans la réparation du préjudice, qui était l'ex-article 1153 du Code civil, qui est devenu maintenant 1231-6, il faut se mettre à jour, eh bien, ce principe n'a été introduit qu'en 1804. Et l'introduction de la question des intérêts attachés aux indemnités résultant des décisions judiciaires, ce qu'on appelle les intérêts de droit, eh bien, ça, c'est ex-article 1153.1, devenu 1231-7. Ça, ce texte date seulement de 1985. Donc, cette question-là de l'indemnisation financière des préjudices, en fait, c'est la jurisprudence qui l'a traitée. Alors, d'ailleurs, avec certaines fluctuations, mais bon, je ne vais pas rentrer dans le détail. Ce que la jurisprudence a défini, c'est la distinction entre ce qu'on appelle les intérêts moratoires et les intérêts dits compensatoires. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est la différence qui existe entre ce qu'on appelle les intérêts de droit et les intérêts du financement du préjudice. La plupart des avocats, beaucoup d'avocats, pas généralisés, traitent la question du préjudice financier avec les intérêts de droit. Ils appliquent des intérêts de droit à toutes les sauces. Bon. Alors, il y a une époque où c'était pas trop grave parce que les intérêts étaient calculés de façon... bon, ça suivait des règles. Enfin, c'était pas forcément désavantageux de prendre cette référence. Alors, je rappelle que les intérêts de droit, normalement, c'est ceux qui s'appliquent à compter de la date de décision qui tranche l'indemnisation du préjudice. Et ces intérêts, ils sont calculés selon une formule qui est prévue par l'article 313.2 du Code monétaire et financier. Et c'est fonction du taux directeur de la Banque centrale européenne, etc. Je ne rentre pas dans le détail. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, ce taux est très faible. Hein. Alors, si vous prenez comme référence ce taux-là, vous n'allez pas avoir grand-chose. Il faut distinguer donc ces intérêts de droit qui s'appliquent en fait seulement, en principe, à la créance née à partir du moment où la décision a eu lieu. Si le versement de l'indemnité n'est pas fait tout de suite, il y a un intérêt qui court. Bon. Il faut distinguer du coût du financement du préjudice lui-même, qui est une partie intégrante du préjudice. Et dans ce coût-là, évidemment, lui, il n'a rien à voir. Il faut l'apprécier in concreto en fonction de la situation de la société, son taux d'endettement, son coût des capitaux propres, etc. Enfin, chaque cas est particulier. Hein. Voilà, donc ce coût financier, il faut le calculer en fonction de la situation réelle. Alors, la période de calcul, oui, il y a une petite difficulté, c'est qu'effectivement, à partir du moment où le préjudice continue, le financement des préjudices, il continue, le financement continue jusqu'au moment où on indemnise. Et comme le moment où on indemnise, on ne sait pas lorsqu'il va intervenir, il y a une petite difficulté particulière qui est donc pour l'expert qui fait de l'évaluation en amont, de savoir à quel moment à peu près il sera indemnisé. Donc, parce que la date de fin du préjudice est indéterminée. Bon, ceci étant, ce n'est pas insurmontable, on peut faire des approximations à ce sujet et prendre des hypothèses raisonnables. Voilà, donc ça c'est la particularité du calcul du coût financier. La prise en compte de la fiscalité. Alors ça aussi c'est un point qui est souvent soulevé. Alors on va aborder deux sujets principalement. Il y en a d'autres, mais les principaux, c'est les problèmes de TVA qui se posent et les problèmes d'impôt sur les bénéfices. Alors, le principe général qu'il faut retenir, c'est qu'il
il est simple, hein, c'est que les indemnités versées, est-ce qu'elles permettent, compte tenu de la fiscalité qui leur est applicable, de rétablir une situation équivalente à celle que connaissait l'entreprise avant le sinistre? C'est le principe général de toute indemnisation, mais elle s'applique également en matière fiscale. Alors, en matière de TVA, ben, la règle, elle vous est présentée à l'écran. Deux questions à se poser dans l'ordre. La première question, c'est l'opération se situe-t-elle dans le champ d'application de la TVA? Alors sinon, c'est terminé, on se pose de questions, il n'y a pas de TVA. Voilà. Si oui, il faut regarder, la victime est-elle assujettie? Si oui, les préjudices sont calculés hors taxe, puisqu'elle récupère sa TVA. Et sinon, évidemment, il faut les calculer toutes taxes comprises, parce qu'elle ne pourra pas récupérer les TVA incluses dans ses dépenses. Alors là-dessus, il n'y a pas trop de difficultés en principe. Hein. La jurisprudence de la Cour de cassation est constante en la matière. Et elle censure, selon une formule constante, elle censure les arrêts qui allouent des indemnités incluant la TVA sans rechercher si la victime peut ou non la récupérer. Alors, en matière d'impôt sur les bénéfices, la question qui se pose est la suivante. L'entreprise est-elle en droit de réclamer une indemnité sans qu'il soit tenu compte de l'économie d'impôt que le sinistre est susceptible d'engendrer? Alors, tout à l'heure, on a évoqué l'affaire Kerviel. Une polémique était née à une époque en disant mais attendez, on réclame 5 milliards à M. Kerviel, et alors qu'elle a dit dans ses comptes, la société n'a passé qu'une indemnité de 33% inférieure en récupérant l'impôt. Donc alors ça, c'est une façon habile d'impressionner les juges, mais il faut savoir que l'administration fiscale applique une règle de neutralité selon lesquelles les indemnités versées en réparation de préjudice constituent des produits imposables dès lors qu'elles ont pour objet de compenser la perte ou la dépréciation d'éléments d'actifs, des charges déductibles du résultat ou des pertes de recettes taxables. Donc les indemnités qui sont acquises à l'entreprise après jugement donc, sont soumises au régime d'imposition de droit commun, c'est-à-dire comprises dans les bénéfices d'exploitation taxables à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés. S'il s'agit du régime des plus-values, eh bien, c'est la perte, pardon. S'il s'agit de perte d'éléments d'actifs immobilisés, c'est le régime des plus-values qui s'applique. Donc, de facto, la fiscalité de l'indemnisation rétablit la victime dans la situation où elle se serait trouvée en l'absence d'effets dommageables. C'est pourquoi, en général, les évaluateurs ne se posent pas la question et ils présentent toujours leurs calculs sans se préoccuper de l'impôt. Alors, il y a quelques exceptions. La fiscalité peut introduire un petit biais. La fiscalité peut introduire un biais en matière d'impôt sur les sociétés lorsqu'il y a une différence entre, notamment dans la problématique de gain manqué, lorsqu'il y a une différence entre la perception du revenu et son imposition. Bon, on ne va pas rentrer dans le détail, c'est des cas vraiment très, très compliqués qui seront traités dans l'excellente brochure qui va paraître en fin d'année, et je ne vais pas développer davantage pour le moment. Voilà, je crois que j'ai fini pour le moment. Je passe à toi la parole. Oui. On nous a demandé de dire un mot rapide sur deux catégories de préjudices très spécifiques. Évidemment, chacun d'entre eux mériterait une conférence à lui seul pour le traiter complètement. Préjudice spécifique parce que le préjudice résultant de la contrefaçon, pour commencer, constitue dans sa réparation une exception au principe qu'avait rappelé William tout à l'heure de la réparation intégrale du préjudice. Puisque la loi du 11 mars 2014 nous précise que le montant des dommages et intérêts va être déterminé en tenant compte du gain manqué des pertes subies, ça on connaît, du préjudice moral causé à la victime, là on renvoie surtout au préjudice d'image, et aussi en fonction des bénéfices réalisés par le contrefacteur. Évidemment, si des sacoches Hermès ont été vendues sur un site internet, de fausses sacoches, vous l'avez deviné, ont été vendues sur un site internet, il n'est pas certain que les gens qui ont acheté ces sacoches-là par le biais d'Internet, auraient acheté de vraies sacoches Hermès. Donc il n'y a pas forcément un gain manqué en cela pour le groupe Hermès. Pour autant,
il y a bien un préjudice. Et là, ici, pour le déterminer, donc on va pouvoir se renseigner et se référer aux bénéfices qui peuvent être très importants, évidemment, réalisés par le contrefacteur. Donc on va regarder à son niveau combien il a pu réaliser de bénéfices. Si on est en mesure de le faire, ce n'est pas toujours facile, on n'a pas forcément accès à la comptabilité du contrefacteur, d'autant plus que ces gens-là ne tiennent que rarement une comptabilité. Donc, dans ce cas-là, le texte le prévoit également. On va pouvoir également allouer une somme forfaitaire. Ça aussi, c'est une exception au principe de la réparation intégrale. On parlait de somme forfaitaire, c'était censuré dans plusieurs cas par la Cour de cassation historiquement. On va allouer donc possiblement une somme forfaitaire à la victime et qui pourra être appréciée, cette somme forfaitaire, en appliquant au chiffre d'affaires qu'a réalisé le contrefacteur, en lui appliquant à ce chiffre d'affaires un taux de redevance. Un taux de redevance qu'aurait pu réclamer l'entreprise qui détient la marque, donc 5, 6, 7, 8, 10% appliqué à ce chiffre d'affaires-là. L'application de ce taux de redevance au chiffre d'affaires réalisé par le contrefacteur ou au chiffre d'affaires estimé réalisé par le contrefacteur conduit à un certain montant qui constituera un minimum, certainement, pour indemniser la victime. Le texte nous dit, c'est le texte qui est mentionné ici, une allocation d'une somme forfaitaire supérieure à ce montant de redevance. Parce que c'est dans un cadre normal qu'on aurait attribué ce montant de redevance. Là, on n'est pas dans un cadre normal. Ce qui peut faire sortir d'ailleurs le contrefacteur du guet en se disant bah, c'est une somme énorme, là j'ai retrouvé ma comptabilité. Peut-être, oui. Très bien. Bon, en tout cas, c'est la première catégorie, vous le comprenez, un peu spécifique du préjudice avec des exceptions aux principes généraux qu'on a vus tout à l'heure. On dit un mot également du préjudice qui résulte d'une infraction au droit de la concurrence. Le contexte est relativement récent, sans être totalement nouveau ici, puisque le contexte, c'est celui de la transposition récente en droit français de la directive européenne du 26 novembre 2014, transposée donc début mars 2017, qui a pour objectif, on le rappelle rapidement, mais de renforcer le droit des victimes, d'encourager les recours collectifs et d'harmoniser les règles en vigueur au sein de l'Union européenne. En la matière, le préjudice subi du fait de la pratique anticoncurrentielle donc, sera apprécié au regard de plusieurs paramètres. D'une part, les pertes subies du fait du surcoût des prix d'achat. Il y a une entente au niveau de mes fournisseurs, donc j'ai subi, moi victime, un préjudice provenant d'un renchérissement de mes prix d'achat de matières premières, par exemple, ou pertes subies du fait d'une minoration des prix de vente. Dans ce cas-là, l'entente se situe au niveau de mes clients, qui s'accordent pour minimiser mes prix de vente. On pourra aussi avoir un gain manqué résultant d'une baisse des ventes. Si effectivement j'ai surpayé mes prix d'achat, j'ai peut-être répercuté ce surcoût dans mes prix de vente. Si j'ai intégralement répercuté, dans ce cas-là, je n'aurai pas de préjudice évidemment. Mais si j'ai répercuté en partie, ou même si j'ai répercuté intégralement le surcoût, ça peut être entraîné aussi une perte de clients, puisque mes prix de vente ont été renchéris. J'ai peut-être au final perdu un certain nombre de clients, le fait d'avoir répercuté dans mes prix de cession le surcoût que je subissais à l'acquisition. On retrouve la notion de perte de chance comme on l'avait tout à l'heure en matière de contrefaçon. Pardon, c'est le préjudice moral qu'on avait en matière de contrefaçon et qu'on retrouve ici. Et là, vous voyez que la perte de chance est exprimée pour la première fois dans un texte. On avait jusqu'à maintenant dans le Code civil le gain manqué et la perte de chance. Bien là, dans le Code de commerce, on fait référence donc explicitement aussi à la perte de chance. On a vu tout à l'heure que pour être indemnisé à hauteur de cette perte de chance, évidemment, il faut pouvoir la démontrer, comme on l'a expliqué tout à l'heure. Voilà. De façon un peu plus anecdotique, on rappelle qu'il y a une présomption prévue maintenant dans ces textes de non-répercussion du surcoût. Donc ce sera à la victime de démontrer qu'il y a eu un surcoût. Pardon, ce ne sera pas la victime, ce sera l'auteur de l'infraction au droit de la concurrence de démontrer que la victime qui demande à indemniser a pu répercuter dans ses prix de vente le surcoût et donc ainsi diminuer le montant des dommages et intérêts. C'est une présomption qui n'est pas irréfragable. Très bien, merci beaucoup, Pierre Jean. Donc on passe à la troisième grande partie, la gestion du conflit. Et là, je repasse la parole à Marie-Joseph, qui va nous présenter les deux premiers paragraphes.
Have the micro and you open the micro. Ok. Ok, donc on va parler donc des acteurs de la gestion amiable ou judiciaire du conflit. Donc tout d'abord, bon, qui peut demander réparation, c'est-à-dire c'est la victime ou ses représentants, les représentants étant les administrateurs légaux pour les mineurs, c'est-à-dire généralement les parents, ou le tuteur pour les majeurs protégés. Les auteurs du dommage, il convient donc de ne pas commettre d'erreur sur l'identité du responsable de façon à ne pas encourir la prescription de l'infraction. Ensuite, l'aliénation de l'auteur donc ne prive pas de l'obligation de réparation. Donc, et de la même façon pour un mineur, si l'enfant est mineur, donc ce sont les auteurs, les représentants du mineur qui doivent réparation du préjudice. Un autre principe encore de droit, c'est la solidarité le principe de la solidarité en cas d'incorporation d'un bien qui a causé un préjudice dans un autre bien. Donc il est posé par l'article 1245-7 du Code civil. Les autres acteurs importants de la gestion du préjudice sont l'expert. Là, un expert peut intervenir avec différentes casquettes. L'expert judiciaire, c'est-à-dire c'est l'expert qui a été ordonné par le juge, qui a donc fait l'objet d'une ordonnance. L'expert unilatéral, donc dans le cas d'expertise officieuse. Dans le cas d'une expertise amiable, on aura donc un expert extrajudiciaire diligenté à la demande conjointe des parties concernées en vertu d'une clause contractuelle ou d'un accord, soit par un expert désigné d'un choix commun, soit par deux experts choisis respectivement par chaque partie. Ensuite, là, en matière le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien, ce sont les juges de fond qui apprécient souverainement l'objectivité du rapport de l'expert ainsi que sa valeur et sa portée. Donc il peut corriger les conclusions de l'expert. Donc de plus en plus, on s'aperçoit que la jurisprudence tend à conférer une valeur probante à l'expertise extrajudiciaire, même unilatérale, dès lors que le rapport a été soumis donc aux deux parties et a soumis à la discussion et à la contradiction des parties et qu'elles n'ont pas fait et que la partie adverse ne s'y est pas opposée. Un autre acteur aussi de plus en plus important de nos jours du conflit, ce sont les champs ou les fonds de garantie généraux, en particulier ceux en matière d'erreurs médicales, d'assurance obligatoire de dommages lorsque la victime n'a pas pu être identifiée, les fonds de garantie des victimes du terrorisme et autres divers fonds qui existent, on va tous les citer. Ensuite, alors les modes de résolution du conflit maintenant, donc il y a la gestion amiable du conflit on a 4 modes alternatifs de règlement des litiges qui sont la conciliation, la médiation, la transaction et l'arbitrage. Bon, là, on se référera à l'ouvrage pour voir les différences entre ces 4 types de gestion amiable. Et ensuite, il y a la gestion judiciaire du conflit. Là, il importe pour la victime de savoir à quel titre elle va engager son action, puisqu'elle doit se positionner soit en matière de responsabilité contractuelle ou en matière de responsabilité délictuelle. Une erreur d'engagement d'une action en justice sur un mauvais motif pourrait entraîner donc sa non-indemnisation. Après, pareil, on rentre dans les cas classiques d'un contrat, d'une action en justice. Il faut bien identifier la compétence territoriale et la compétence matérielle, c'est-à-dire devant quel type de tribunal on doit se présenter son action. Et voilà. Donc je passe maintenant C'est, je crois... De combien de temps on dispose encore Bon, non, mais on va aller assez rapidement là, sur ces questions qui sont un peu de bon sens, je dirais.
Notre savant auditoire peut-être ne va pas apprendre grand-chose lorsqu'on va leur dire les qualités d'élaboration d'un dossier de contentieux, hein, vous le savez. Il est important de bien exposer le contexte, bien entendu, des faits. Hein. Il faut comprendre comment la victime, l'entreprise victime, quel est son business model, comment elle fonctionne et quelles sont les perturbations, quelles sont les perturbations qu'elle a connues et quelles peuvent en être les conséquences. Le dossier de réclamation, bien entendu, il doit être documenté. La moindre des choses, c'est d'en avoir une présentation structurée et une indexation précise des pièces justificatives. Je m'adresse aux avocats. Numérotez bien vos pièces et indexez-les à votre demande de façon qu'on s'y retrouve facilement, sinon ce n'est pas exploitable. Le chiffrage de la réclamation, il faut présenter un calcul compréhensible et détaillé et appuyer sur des données vérifiables. Si l'expert ne comprend pas le calcul, il risque de l'écarter purement et simplement sans autre forme de procès. La cohérence de la réclamation, c'est aussi évidemment un point important. On parle d'une question de dosage, effectivement. Ça ne sert à rien de réclamer 2 fois ce que l'on pense dû pour essayer d'impressionner l'expert. Ça ne marche pas. C'est même contre-productif et tout ce que ça fait, c'est décrédibiliser l'auteur de la demande. Donc, les réclamations, il faut qu'elles soient raisonnables, confortées par des contrôles de cohérence de nature à crédibiliser les ordres de grandeur annoncés. Alors, la critique du dossier de contentieux, là aussi je vais aller peut-être assez rapidement, il y a une critique méthodologique. Alors, sur le lien de causalité, vous verrez que dans la brochure, il y a un développement juridique sur la question. Je ne vais pas entrer sur ce terrain-là. Je vous laisserai lire la brochure, ce passage-là sur la brochure. Je me place plutôt du point de vue de l'expert. Alors, le lien de causalité, est-ce un problème d'expert? Oui, d'une certaine manière quand même. Mais c'est une question à 2 niveaux. Il y a le lien de causalité entre la faute et le dommage, qui est souvent plutôt un problème d'ordre technique, donc c'est plutôt les ingénieurs, médecins, etc., qui vont trancher ce problème-là. Et puis ensuite, il y a le lien de causalité entre le dommage et ses conséquences financières. Et c'est là que l'expert financier intervient. Alors, je vous ai mis ici quelques principes, rappels de principes. Repérer les postulats ou les raccourcis excessivement simplificateurs. Vérifier la cohérence de l'argumentation avec les évolutions observées en dehors de la période sinistrée. Vous connaissez tout ça. Il faut rappeler que, une évidence, mais peut-être le résultat d'une entreprise, c'est une fonction à plusieurs variables. En matière mathématique, vous ne savez pas analyser une fonction à plusieurs variables autrement qu'en en examinant variable par variable, en supposant toutes les autres variables invariantes. Eh bien, en matière de registre, c'est un peu la même chose. Il faut que, à chaque fois que vous analysez un facteur, il faut que tous les autres sont considérés comme n'entrant pas en considération. Donc ça, évidemment, c'est jamais vrai dans la vraie vie, comme on dit. Et donc, il y a toujours une part un peu d'empirisme dans la démarche de l'évaluateur. Une règle de base, en tout cas, est de vérifier la cohérence de l'argumentation avec les évolutions observées en dehors de la période sinistrée. Les données de référence. Oui, données de référence, rapidement. Les questions à se poser sont, ces données de référence sont-elles représentatives du référentiel choisi? Donc, est-ce que votre échantillon comporte un nombre de références suffisant? Ce choix est-il vraiment neutre? Il faut se poser la question de savoir si le référentiel lui-même est pertinent, évidemment. En termes de taille, est-ce qu'on parle bien des mêmes sortes de grandeur? En termes de secteur d'activité, la clientèle de l'échantillon est-elle bien comparable à celle de l'entreprise? En termes géographiques, est-ce qu'on est bien dans les mêmes zones de chalandise?
petite remarque au passage aussi, il faut quand même se méfier un peu des indices INSEE. Les indices INSEE, ce sont des indices qui sont très agrégateurs, hein, qui englobent des données très disparates et qui ne différencient pas dans leur évolution nombreux facteurs. Donc, ils vous intègrent à la fois les évolutions dues à la concurrence, la taille du marché, la variation du nombre d'entreprises, etc., etc. Donc, ce sont des indicateurs qu'il faut prendre avec précaution. Il vaut mieux choisir des échantillons plus proches du cas choisi, se référer aux indices INSEE, ça peut être une source d'erreur ou d'imprécision en tout cas. Encore quelques principes de base. Apprécier avec circonspection les demandes successives à tendance inflationniste, comme on voit parfois. Un demandeur qui commence sa réclamation en 2 millions d'euros, puis il termine à 20 en cours d'expertise. 20 euros ou 20 millions 20 millions. Il faut vérifier l'absence de double emploi. Par exemple, vous avez souvent des dossiers qui comportent des coefficients de frais généraux appliqués à des coûts directs, et puis parallèlement, vous avez des réclamations de charges qui sont supposées déjà incluses dans ce coût direct. Donc ça, c'est un cas classique. Vous avez aussi des dossiers qui comportent à la fois une réclamation de perte de marge sur coût variable et puis une perte pour trouble de jouissance. En général, ces deux types de préjudices se recoupent. Il faut vérifier la justification des hypothèses implicites. Donc le dossier de réclamation, il est souvent fondé sur une approche unidimensionnelle avec une relation supposée directe et exclusive entre le désordre et l'évolution des coûts et des chiffres d'affaires. Bon, il faut sortir de ce schéma-là, évidemment. Donc il faut notamment vérifier les postulats tels que l'absence de variation du périmètre d'activité au cours de la période examinée. Par exemple, si une entreprise a réalisé des opérations de croissance externe, évidemment, il faut retraiter l'évolution des chiffres d'affaires. Il faut également s'assurer de l'absence de variation dans les conditions d'exploitation. Est-ce qu'on a bien les mêmes effectifs? Est-ce que des éléments non récurrents ne viennent pas biaiser les tendances, etc., etc. Vous savez tout cela. Évidemment, aussi, également, absence d'évolution conjoncturelle significative, etc. La critique documentaire. Alors, on peut dire trois, en résumé. Votre documentation est-elle probante? Est-elle pertinente? Est-elle complète? La documentation est-elle probante? Un facteur important, évidemment, c'est d'avoir l'assurance que les éléments justificatifs qu'on vous présente sont authentiques. Est-ce que, par exemple, on peut recouper avec la comptabilité et les documents officiels de l'entreprise? Mais je dois dire que, de ce côté-là, on a rarement quand même de mauvaises surprises. J'ai très rarement vu des parties oser présenter en justice des documents qui ne reflétaient pas la réalité des choses. Mais enfin, il faut quand même, ça fait partie du rôle de l'expert de s'en assurer. Il faut exiger une documentation pertinente. La documentation qu'on vous produit, est-ce bien la bonne que l'on attend au regard de la problématique posée? Là, je vais vous citer un exemple amusant. Un vécu. C'est une entreprise qui travaillait dans le conseil en marketing et qui prétendait que son personnel avait été fortement perturbé par des travaux effectués dans ses locaux au-delà de la durée contractuelle. Ça rejoint un peu qu'actuel tout à l'heure. Et elle alléguait 493 jours de travail perdus. Alors, pour démontrer ces pertes de temps, elle avait produit à l'expertise 4 types de justifications. Une statistique tendant à montrer une augmentation des frais de déplacement, une statistique non détaillée faisant état d'une baisse de marge sur ses 10 plus gros clients, une statistique de taux d'échec dans les appels d'offres, une analyse de tendance de son chiffre d'affaires. Pas de divorce. Et quel est le rapport avec la choucroute, hein, bon. En l'occurrence, le seul document qui était intéressant dans cette affaire, c'était les feuilles de temps des collaborateurs. Dans le domaine du marketing, conseil de marketing, tous les collaborateurs tiennent des feuilles de temps, et lorsqu'ils ont des temps non imputables, ils mettent un temps non imputable. Donc c'est ce document-là qu'il fallait demander, ou alors éventuellement des tableaux de bord internes de l'entreprise qui mesuraient l'évolution des marges par affaire. Ceci n'a pas été produit, ce qui donc laisse présager que la demande n'était pas très sérieuse. Voilà, un exemple au passage. Exiger une documentation complète, bien sûr.
est-ce que le demandeur n'a pas fait le tri dans les pièces qu'il a produites? Est-ce qu'il a produit les pièces sur toute la période intéressante? Est-ce qu'on a suffisamment de recul sur la période avant, la période après, etc. Alors, bon, je peux dire quelques mots, effectivement, aussi des problèmes, de l'obstacle à la quête documentaire, essentiellement en matière judiciaire. Alors, en matière amiable, évidemment, il n'y a pas beaucoup de moyens de pression sur la partie adverse. En matière judiciaire, vous avez 2 articles que vous pouvez utiliser, qui sont les articles 275 et l'article 243. L'article 275, c'est celui qui permet à l'expert de demander au juge de produire les documents sous astreinte par une partie. Alors attention à la manipulation de cet article, parce que il faut être sûr que les documents que vous demandez, ils existent. Hein, donc, sinon, c'est un peu un coup d'épée dans l'eau. Alors, si vous n'êtes pas sûr que le demandeur soit en possession des documents, bah, vous pouvez demander aussi au tiers, l'administration fiscale, etc. Donc, il existe l'article 253 vous indique, le technicien peut demander communication de tout document aux parties et au tiers, sauf au juge à leur donner en cas de difficulté. Donc, vous pouvez questionner les banques, questionner l'administration fiscale au travers d'une requête que vous faites au juge. Voilà, alors, oui, quelques mots sur l'invocation du secret des affaires, rapidement, pour dire qu'effectivement, ça aussi, ça peut être un obstacle de demande documentaire. Alors, sachez qu'en matière judiciaire, les praticiens ont développé des méthodes, des procédures pragmatiques qui permettent, dans la plupart des cas, dans le cadre de protocoles adaptés, d'obtenir les informations souhaitées sans porter atteinte au secret des affaires. J'ai encore à vous parler de la contre-évaluation par le défendeur. Oui, la contre-évaluation par le défendeur, c'est aussi une stratégie possible. Alors évidemment, il y a un présupposé, c'est que la demande soit sérieuse. Hein. Il faut qu'on ait une demande justifiée dans son principe. Donc, cette approche a vocation à s'appliquer lorsqu'une demande apparaît suffisamment étayée pour justifier une indemnisation a priori inévitable. Alors il y a 2 avantages à cette façon de procéder. C'est que d'abord, vous réduisez l'aléa judiciaire en offrant une alternative dans la discussion. Et vous permettez aussi un arbitrage éclairé par l'expert en charge du dossier qui, comme ça, a plusieurs sons de cloche et qui peut, donc de façon peut-être plus pertinente, fixer son opinion. Voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais à dire pour le moment. C'est Pierre ? Oui. C'est toi qui... Oui. On va retrouver la page. Tu mets la pression. Pas la pression. Merci, Marie-Joseph. Ouais. Donc, un dernier mot à propos des aspects organisationnels. Évidemment, pour bien gérer un contentieux, il faut une bonne organisation et une bonne coordination. Tout ça paraît très évident. Juste une petite anecdote également, parce que chacun y allait de son vécu. Il y a quelques années, nous avons été sollicités pour effectuer l'évaluation d'un préjudice subi par une grande compagnie aérienne française, dont je tairai le nom par respect de la confidentialité. Mais il s'agissait en fait d'annulation de vol en raison de problèmes de déneigement des pistes. Eh bien, je peux vous assurer que selon qu'on posait la question du nombre de vols annulés pendant les jours concernés à la direction commerciale ou à la direction du contrôle de gestion, on n'avait pas la même réponse. Alors évidemment, on a dû résoudre, rapprocher les chiffres, etc. Ça a pris un certain temps. Tout ça aurait pu être anticipé davantage et géré en amont plutôt qu'en aval. Mais ces situations-là existent, y compris dans les grands groupes. Pas uniquement les PME qui ont besoin de s'organiser, de mettre en place, on l'évoque ici, une cellule de crise, etc., de gérer un certain nombre de choses. La principale chose à gérer est évidemment de documenter la future demande d'indemnisation au fur et à mesure que les événements se produisent. Et
pour finir, parce que vous dites, tout ça relève peut-être des bonnes pratiques qui paraissent évidentes à nombre d'entre nous. Et avant de passer la parole à William pour la conclusion, j'aimerais citer, ce sera court, hein, rassurez-vous, la première présidente de la Cour d'appel de Paris. Donc c'est un extrait de son discours d'ouverture qui est repris dans les petites affiches, dans le numéro des petites affiches qu'on évoquait tout à l'heure. Elle nous dit la chose suivante. Donc c'est la première présidente de la Cour d'appel de Paris qui parle. Le premier message que les juges judiciaires et consulaires de première instance et d'appel souhaitent faire passer est qu'ils travaillent à partir des éléments qui leur sont soumis. Le rôle des victimes est déterminant pour formuler des demandes précises et détaillées. Elle insiste bien là-dessus parce que, évidemment, comme vous l'avez compris, c'est loin d'être le cas encore dans sa pratique et la pratique de ses collègues. Donc vraiment, la recommandation, c'est vraiment d'attacher beaucoup de soin à la documentation du dossier de demande d'indemnisation. Avant de dire quelques mots comme ça pour conclure et vous passer la parole et vous demander si vous avez des questions, juste pour illustrer, bon, vous avez compris qu'on a eu un dossier assez lourd avec Patrick. Il a démarré il y a 5-6 ans et il s'est terminé par une transaction. Mais au début, c'est une très très grosse société française qui a subi un préjudice. Disposant d'un moyen important, de services financiers, etc. Mais les services financiers n'étaient pas préparés à évaluer un préjudice. Donc, le secrétaire général, directeur juridique, me dit, écoutez, il y a un très grand conflit entre la production qui a subi le préjudice et qui a dû réparer, etc., et les services financiers qui ont produit un document assez léger, bref. Donc, l'expert réclame un dossier sérieux, complet, enfin comme Patrick a présenté, qui lui permette à l'expert de procéder à son travail et définir, grâce à des éléments probants, à des raisonnements, etc., et au débat contradictoire, bien entendu, d'avancer dans son travail. Donc, on a passé, c'était assez urgent, on était 10 sur le dossier, on a passé en 3 mois 1 millier d'heures, et on a produit à la réunion d'expertise qui a suivi un dossier extrêmement documenté, je pense, extrêmement détaillé, sur lequel l'expert de justice n'a eu qu'à s'allonger, comme dans un fauteuil roux. Vous voyez, au bord de la mer, il était là, on sentait la musique, les vainés qui tournaient autour de lui. C'est lui dont je parle. Bref, mais on est arrivé quand même à une évaluation qui était presque 20 fois celle qu'avait produite le service financier. Et qui était extrêmement... Il s'agit d'une société, on va dire, qui a une image très sérieuse. Et il n'était pas question, ni de mon côté, ni de sa part, de faire de la gonflette inutile. Et l'expert a fait son travail et a à peu près corroboré la plus grande partie des assertions qui étaient dans le dossier, parce que très en amont, c'est-à-dire qu'on a suivi les recommandations que Patrick fait aujourd'hui, très en amont, il y a eu un travail extrêmement approfondi et surtout la recherche d'éléments probants. Alors évidemment, quand vous êtes vous-même expert judiciaire, ce qui est le cas des personnes qui sont là et de beaucoup de personnes sur la salle, vous savez ce qu'un expert va demander. Il veut des preuves, il veut des éléments ou des raisonnements probants. Voilà. Donc ça, c'est très important. L'autre observation que je voulais faire, c'est que l'expert de la partie adverse, parce que c'est légitime, la partie adverse qui est le défendeur à qui on réclame des sous, parfois beaucoup de sous, se fait accompagner d'experts techniciens d'une part et d'experts économiques, financiers d'autre part. Mais il y a deux approches. Il y a la première approche qui est de dire que vous dites des bêtises et qui essaye de détruire vos raisonnements, vous qui avez évalué la perte et le dommage subi par la victime. Et l'autre, c'est de faire une contre-évaluation, effectivement, quand il n'y a plus de doute sur l'origine du mal, du préjudice, du dommage, et que le défendeur est bien la cause du préjudice.
Il y a toujours ce balancement entre les deux aspects. Ce n'est pas notre faute. Techniquement, vous vous trompez. Les experts financiers peuvent dire ce qu'ils veulent. Mais les techniciens, l'autre technicien, le chimiste en l'occurrence, c'était un chimiste. Le chimiste, notre chimiste, explique que vous avez tort. Alors, ça a duré des années de contrôle chez Veritas, etc. Enfin bref, c'est un autre sujet. Voilà ce que je voulais dire juste comme ça pour dire 3 mots supplémentaires. Remercier vraiment de tout cœur les intervenants. Et puis, vous passez tout simplement la parole. On a encore quelques minutes pour répondre à vos questions ou les précisions que vous souhaiteriez avoir. Alors, je ne sais pas si ma deuxième question serait une bonne question, mais c'est vrai que traditionnellement, on fait la distinction entre la responsabilité délictuelle et la responsabilité contractuelle. Alors, il arrive dans les calculs de préjudice, dans le cadre de mise en cause de responsabilité contractuelle, que l'on constate des éléments qui tiennent, par exemple, à une fraude ou à une présentation de faux bilans ou de surévaluation d'un certain nombre d'actifs qui relèverait en fait d'une situation délictuelle. Quelles sont les conséquences de ce télescopage de 2 responsabilités distinctes, si tant est qu'il y en ait une? Ça, c'est vraiment une colle, j'en sais strictement rien. Je pense que la question s'adresserait plutôt à M. Chatin, mais c'est plutôt un problème de droit. Je ne sais pas s'il y a un avocat. Y a-t-il un avocat dans la salle? Une victime dans la salle. Bon, toi qui travaille avec les juristes, tu as un élément de réponse à cette excellente question de Gilles qui fait exprès, juste pour nous causer l'école, pour dire, bon, vous avez été bon, ce que vous avez dit, c'est très conventionnel, mais je vais en sortir une de derrière les fagots. Alors, vas-y. Sur le juridique, il faut être très humble, effectivement. Nous, on intervient sur la partie financière, comme tu l'as rappelé, on laisse ça. Alors, c'est quoi la réponse à ta question? Non, c'était pas du tout une question piégeuse, en fait. Hein. C'est une vraie interrogation que j'ai, en fait, et je ne trouve pas vraiment la... Je pense que c'est plus une question, effectivement, d'avocat, mais... Tu as une illustration, peut-être? Non, mais mon voisin Pascal disait qu'on a une montée en puissance des fraudes, ce qui est vrai, hein, de situations frauduleuses. Et j'avoue que je suis embêté lorsque dans une expertise, d'ailleurs que ce soit comme expert de partie ou peut-être encore plus fortement comme expert de justice, mais en fait, on s'aperçoit qu'il y a eu une manipulation qui est éminemment critiquable parce que d'abord, ça vicie, en fait, il peut même y avoir du dol, etc. Et tout d'un coup, il y a un champ juridique qui s'ouvre et il peut y avoir une mauvaise foi, il peut y avoir tout un tas de choses comme ça. Et comment faire, même si on essaye de rester très objectif, comment faire pour que l'expert, finalement, en tant qu'expert, on n'en tire pas un certain nombre de conséquences. L'expert de justice, tu entends, ou l'expert privé? Les deux, parce que pour moi, dans les deux cas, quand ils s'aperçoivent effectivement qu'il y a eu un comportement, par exemple, frauduleux, ils se trouvent effectivement face à une situation, ne serait-ce que parce qu'ils vont devoir révéler. Par exemple, je donne un exemple. Ouais. Une acquisition d'une société avec un complément de prix ultérieurement. Mais dans la période à venir, obligation de se comporter en bon père de famille pour celui qui reste dans la société. Et en fait, pour gonfler un petit peu le résultat, puisqu'il va avoir son complément de prix sur un multiple de ce résultat, il actionne une action frauduleuse. Il met en place des actions frauduleuses. Est-ce que on doit en tirer une conséquence? Parce que si c'est... Non mais Gilles, si l'évaluation que tu dois faire et que si la fraude, qui a été opérée rentre dans le champ, soit l'assiette, soit une incidente quelconque, oui. Si tu es expert de justice, si tu es expert privé, tu dis, écoutez, moi, votre mission, je ne sais pas si je peux la faire parce qu'il y a un gros machin, une grosse tâche au milieu du champ, et je ne suis pas là pour dénoncer, c'est vous qui me payez, mais voilà, je m'abstiens ou il faut trouver un moyen de négocier ce problème. Bon, mais si tu es expert de justice, tu constates et tu le mets dans ton rapport. Hein. Tu dis que les chiffres ont été faussés du fait d'agissements
qui paraissent, enfin après le langage c'est un autre sujet, et puis tu mets les pieds dans le plat, l'expert de justice. Il n'est pas soumis à l'article 40. S'il voit que le chef d'entreprise brûle un feu rouge, par exemple, il n'a pas à le dénoncer, ça n'a aucun rapport avec son expertise. Si au contraire, dans le champ de son expertise, je suis sûr que tu ferais ça toi-même, si tu es expert de justice et que tu constates que dans le champ de ton travail, on a assez de travail à s'occuper de ce qui nous intéresse et pas voir ailleurs, mais si c'est dans le champ de ton intervention, de façon mesurée, en faisant attention, parce que ton boulot, c'est pas de chercher les fraudes, mais s'il y en a une qui est grosse comme une maison, avec le langage, les prudences qu'il faut y mettre, pour moi, tu balances le truc. Hein. Pierre-Jean. Oui, je suis d'accord avec William. Un petit mot complémentaire. En l'occurrence, puisqu'on parle d'un complément de prix, l'acquéreur aura plutôt tendance, je pense, à minorer le résultat qu'à l'augmenter, parce que comme ça, il réduit le complément de prix qui sera amené à verser au vendeur. Mais sans aller sur le terrain de la fraude, c'est vrai que ce sont des sujets extrêmement délicats, puisque l'acquéreur, un dirigeant de la société qui a été transmise, pour avoir intérêt, par exemple, si le complément de prix est calculé sur 3 ans, à négocier avec ses clients des prix qui vont être progressifs, c'est-à-dire plus bas pendant la période de calcul du complément de prix, qui vont augmenter ensuite sur la durée. On peut très bien conclure, ça, et c'est parfaitement légal, conclure des contrats pluriannuels sur 5 ans avec un prix qui va progresser. Ou autre chose, il peut très bien lancer aussi une campagne de publicité assez massive sur l'année de calcul du complément de prix, de façon à faire minorer le résultat. Il en bénéficiera des retombées de cette campagne de publicité à moyen terme, mais la conséquence pour le court terme, c'est qu'effectivement, il va réduire son résultat, donc réduire son complément de prix. Et tout ça sans aller sur le terrain même de la fraude. Alors, mais du coup, est-ce qu'il y a éventuellement, parce qu'on risque de se trouver dans une situation où on est parti d'une responsabilité contractuelle qui va déboucher sur une responsabilité délictuelle, et le cas échéant, en fait, c'est un autre feuilleton qui va se dérouler, parce qu'il va peut-être se dérouler devant les tribunaux avec réclamation en tant que... Il faudrait voir en quoi consiste la fraude, précisément, au cas particulier, mais je pense qu'en restant sur le terrain contractuel, on peut déjà avoir matière à intervenir, à regarder si la gestion a été faite de façon raisonnable. Et puis surtout aussi, parfois, les contrats de cession d'entreprise ne sont pas suffisamment documentés, donc des cas comme ça vont échapper à l'expert ensuite. Il pourra pas... La clause va être très générale et malheureusement, dans un cas comme ça, on ne pourra que constater que le résultat a baissé. Pascal, merci. Oui. Ceci étant, dans ce type de situation, on voit assez fréquemment que les parties concilient quand les problèmes commencent à apparaître dans les documents de l'expert. Souvent, la bataille judiciaire, je ne vais pas revenir sur le cas qui nous intéresse, mais ça a duré 5 ans, ça finit par une conciliation. Mais l'intérêt du demandeur, c'est de laisser bien comprendre au défendeur, ou inversement, qu'il a peut-être, il est proche du but et qu'il risque de gagner la partie, justement parce qu'il y a un rapport d'expertise qui est sérieux, parce que l'expertise de justice, petit à petit, par ses questions, par ses investigations, induit qu'il pencherait plutôt sur telle ou telle thèse, sans compter que son projet de rapport, si on en vient là, peut aussi la révéler un peu comment... Bref, et à ce moment-là, les avocats disent, là, on les tient, on devrait y arriver, mais plutôt que d'attendre appel et encore 5 ans ou 7 ans, trouvons un deal avec, et puis là, c'est du marchand de tapis. Voilà, mais c'est vrai, tu as raison, ça arrive souvent. Alors, on a une question là au deuxième rang, et monsieur après. Alors, j'ai une question qui doit être simple pour vous. Vous parliez du préjudice moral, et vous aviez pris l'exemple d'une marque de luxe qui était concurrencée par de la contrefaçon. J'ai du mal à concevoir comment vous évaluez le préjudice moral d'une marque de luxe. Parce que c'est une personne morale, et... On l'a évoqué, c'est loin d'être une question simple. Et c'est d'autant moins simple que, comme vous le savez, les décisions de justice n'ont pas à être motivées. Donc, on rencontre très rarement en jurisprudence déjà une indemnisation du préjudice moral pour une société. Ça se développe, mais c'est encore relativement rare. Et en tout cas, il n'y a pas de motivation. Et c'est souvent très modéré. Et souvent, quand on est expert de partie, si on hésite à faire une telle demande pour ne pas fragiliser le dossier, comme le disait Patrick tout à l'heure, si on a un dossier qui est déjà suffisamment bien documenté sur les gains manqués
passé futur, une perte subie, éventuellement une perte de chance, aller en plus sur le terrain du préjudice moral, ça peut être un terrain glissant. Parce que souvent, ce que vont faire les demandeurs, c'est de demander une somme forfaitaire. Et tout ce qui est forfaitaire, tout ce qui n'est pas suffisamment documenté, enfin, en tout cas à mes yeux, fragilise l'ensemble du dossier. Alors comment est-ce qu'on peut aller, pour aller sur votre terrain, parce qu'à un moment donné, il faut bien aussi se mouiller un petit peu, puis essayer, si on sent qu'il y a vraiment eu une atteinte à l'image de marque de la société et autres, comment on répare une atteinte à l'image de marque par une campagne de publicité, alors qui a eu lieu ou qui n'aura pas eu lieu, qui aura lieu plus tard. Et donc on peut essayer de la quantifier et puis de se référer à ce point de repère pour invoquer le préjudice moral. S'il y a 1 million de carrés Hermès qui ont été vendus partout dans le monde, c'est pas pareil que s'il y en a eu 200. Donc voilà, mais c'est vrai que le coût d'une campagne de publicité pour redresser l'image et annuler les effets négatifs, oui, sur le préjudice moral. Oui, je voudrais ajouter quelque chose, si vous permettez. Pas confondre le préjudice moral et le préjudice d'image. L'image, c'est éventuellement l'expert. Le préjudice moral, c'est le juge qui décidera. Et il y a un arrêt, je crois qu'il est 2009 de la Cour de cassation, qui dit « Le juge justifie le préjudice du fait qu'il se prononce sur une indemnisation ». Donc, en fait, il n'a aucun... Bien sûr, le travail de l'expert, c'est de lui apporter des éléments, mais il n'a aucunement à se justifier. Et alors, puisque j'ai le micro, je voudrais poser une autre question. Quelle différence faites-vous entre préjudice et dommage ? Parce que c'est tout à fait la même chose. Je n'avais pas demandé le micro, donc tu n'as pas levé la main. Il y en a 2 avant toi. Alors, on va répondre aux 2 questions qui sont là, parce que moi, je suis pour l'équité. Et après les 2 questions, tu réfléchis, hein, Pierre-Jean. On essaiera de répondre. Alors, monsieur qui est là-bas, et puis Areski après. Vous avez introduit une notion de la victime qui constate un préjudice et qui ensuite va étayer un dossier. Et vous avez aussi parlé de l'aspect de la victime qui a gonflé le préjudice en n'intervenant pas. Donc ma question, c'est dans quelle mesure, quand on présente un dossier, faut-il aussi conseiller la victime pour dégager toutes les actions qu'elle a entreprises pour limiter les dégâts? Vous parlez de la mitigation, c'est ça? Oui, la mitigation, donc, en règle générale, sauf si on arrive à prouver que la victime agit de mauvaise foi ou a manifestement un comportement inapproprié, la mitigation n'est pas admise en droit français. Hein. La Cour de cassation a toujours rejeté cette voie de défense. Je parlais plutôt de la mise en cause de la victime, où on lui dira pourquoi vous n'avez pas agi avant pour limiter le préjudice. C'est à la personne qui invoque ce type d'argument de démontrer qu'effectivement il y a eu un comportement inadéquat de la victime. Mais la charge de la preuve dans ce cas-là est à la personne qui fait état de ce type de situation. Et si la preuve est faite, le juge en tire conséquence. Mais il n'y a pas de présomption. Hein. C'est différent en droit anglo-saxon, hein, je crois. Mais en tout cas, en France, on ne peut pas faire reposer sur la tête de la victime la preuve qu'elle n'a pas fait le maximum de diligence. Souvent, c'est impossible à prouver. Donc, Enfin, si elle avait un extincteur près de la main et qu'elle s'est abstenue en disant « je préfère que tout l'immeuble soit brûlé avec les gens qui sont dedans parce que ça me fera une belle indemnisation », la victime, elle a quand même une responsabilité. Je veux dire, après, comme dit très bien Patrick, il faut prouver. C'est pas, ça ne se préjuge pas automatiquement. Donc ça veut dire qu'au niveau de la préparation du dossier, la partie qui se considère victime n'a pas à fournir les preuves qu'elle a agi au mieux pour limiter les dégâts. Non, pas nécessairement. Il faut que son dossier soit cohérent, bien entendu. Hein, il faut que ça tienne la route. Mais elle n'a pas à se justifier de ne pas avoir... de ne pas avoir fait telle chose. C'est toujours au demandeur. On ne peut pas imposer des preuves négatives non plus. Ouais. Mais dans un litige, c'est le demandeur qui doit prouver la légitimité de sa demande.
Dire, j'ai été victime de ci ou ça à cause de l'entreprise X qui m'a fourni de mauvais matériel, qui a fait ci, qui a fait ça. Voilà. Donc, il faut étayer. Parce que c'est trop facile d'accuser une entreprise d'avoir mal fait son travail, d'avoir fourni des matériels inadéquats, etc. Donc, de la même manière, j'ai envie de dire, si on dit la victime, elle aurait pu se bouger un peu mieux, plus vite, faire ci et ça, c'est à celui qui réclame, à contrario, de prouver que la victime aurait pu. Il faut qu'il prouve que la victime aurait pu limiter les dégâts en ayant telle ou telle action. Pas seulement là, aurait pu, hein, aurait dû. Aurait dû et pu. Pu, ça ne suffit pas. Il aurait dû. Il aurait dû. Oui, tu as raison. Absolument. Aurait dû et qu'il en avait les moyens, parce qu'évidemment, voilà. Bon, alors, Areski. Areski est un animateur de groupe de travail. Oui. Qui en anime combien actuellement? 2? 3. 3. Et je participe au 4e. Parfait. Alors, donc la franchise, le sport, les startups, il y a 40 experts dans le groupe environ. Et j'ai l'honneur et le privilège, grâce à toi, William, je te remercie infiniment pour tout, de travailler avec M. Paul Hernu, la Cour des comptes, sur la communication financière dans le secteur public. Bravo. Et sur les startups, redis-nous un peu le thème. Alors, le thème, il s'agit, j'espère que vous m'entendez bien parce que je me rapproche. Le thème étant de travailler sur un système de pilotage innovant et durable, c'est-à-dire au-delà du tableau de bord et, pardonnez-moi, du modèle économique et du business plan. Donc j'ai constitué 6 groupes de travail: stratégie, comptabilité, pardonnez-moi, évaluation et RH. J'en oublie d'autres, pardonnez-moi, contrôle, gestion et analyse financière. Donc une quarantaine d'experts dans le groupe sur lequel on va produire un guide pour fin 2018, donc dans une petite année. Et ça a l'air d'être extrêmement très enthousiaste. Pour la franchise et le sport, ça sera début 2018 sur l'accompagnement des clubs sportifs et projets pardonnez-moi, de franchise par les experts. Voilà. Non, pas du tout. J'avais une question. C'est toi qui m'as incité. Non, mais je tiens à dire que, ayant déjà vu une ou deux des productions d'Areski, elles sont remarquables, je te remercie. Très documentées. C'est long en durée, parce que généralement, on met 9 mois à 1 an. Quoique notre groupe, il a duré plus longtemps. Mais à la fin, c'est un très bon travail. Merci Areski. Merci. Maintenant, pose ta question. Merci infiniment. Alors, ma question se pose au niveau se situe au niveau de la prévention et la gestion des risques. J'ai une première question juridique. La première des choses, en 2017, peut-on dire qu'il faudrait peut-être plus avantager, privilégier les clauses compromissoires, donc préalablement pour anticiper donc les conflits et effectivement les risques. Et la deuxième des choses, c'est à titre stratégique et managérial, pour effectivement, concernant ces préjudices économiques, je dirais même socio-économiques, parce que derrière, souvent, malheureusement, l'impact social est assez important, n'y a-t-il pas, pardonnez-moi, selon vous, une démarche managériale, c'est-à-dire de suivi permanent pour pouvoir pallier à cette situation, effectivement, de préjudice? Peut-être aussi, effectivement, votre détail au niveau de la loi était assez quand même très très fort, et donc éviter effectivement des conflits, voire peut-être au-delà des catastrophes. Hein. Donc voilà, y a-t-il pas sur le plan juridique et managérial, de manière préventive, selon vous, des remèdes à mettre en œuvre pour pallier à ces conséquences? Merci beaucoup. Oui, alors je vais y répondre si vous pouvez compléter, mais on va aller vite. Je pense que tu auras dans le document, alors on l'a pas distribué pour que vous ne soyez pas le nez dans le manuel pendant qu'on cause, qui est très vexant, et donc surtout n'oubliez pas d'en prendre 1 ou 2 exemplaires en sortant, et on va terminer là-dessus. Sur le premier point,
la clause compromissoire, si on est adepte de l'arbitrage ou de la médiation, enfin de l'arbitrage, clause compromissoire, évidemment, il faut militer à l'intérieur des entreprises pour qu'un litige éventuel, clause compromissoire, c'est avant, c'est au moment du contrat, un litige éventuel soit résolu par la voie arbitrale, comme on dit, des voies alternatives de résolution des conflits. Voilà. Moi, je suis pour. Après, chacun est libre de plutôt faire confiance aux tribunaux professionnels. Sur le deuxième sujet, justement, Marie-Joseph me faisait remarquer que tu as vraiment pas mal de phraséologie et de documents, enfin, c'est traité en 2 ou 3 pages, la partie que tu dis en matière d'organisation, a priori, etc.